Bienvenue à cette première matinée. Mon nom est Viva Paci, je suis professeur à l'école de médias où je dirige le laboratoire de recherche sur les pratiques documentaires audiovisuelles. Alors, ravi de pouvoir introduire mes deux chers amis et collègues André Gaudreau et Philippe Marion pour cette première conférence inaugurale. La durée de ce premier bloc sera d'1 heure, 45 minutes mes collègues et les 15 minutes le parterre qui sera enregistré également. Donc, je vous le rappellerai, mais présentez-vous, ça sera bien pour nos archives de savoir qui a posé la question. Je présente André Gaudreau, qui est professeur à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques, sous l'égide de laquelle il a fondé le laboratoire Cinémédia, qui englobe Pragm Graphics, le partenariat international de recherche TECNES et l'Observatoire du cinéma au Québec. Philippe Marion. Philippe Marion est professeur ordinaire à l'École de communication de l'Université catholique de Louvain. Il est cofondateur de l'Observatoire du récit médiatique et du GIRCAM. Il est depuis 2018, l'année dernière, investigateur principal pour le programme de recherche EOS, Excellence of Science, dont l'intitulé est The Magic Lantern and its Cultural Impact as Visual Mass Medium in Belgium, 1830-1940. Alors, autre objet sériel, je vous laisse à votre intervalle. Merci. Merci beaucoup, Viva. Merci à vous d'être là. Merci à tous les organisateurs du colloque de nous avoir invités pour une communication dont on ne savait pas trop où elle aboutirait et si on avait la pertinence pour être ici. Et finalement, ben oui, grâce à vous, on a trouvé des liens que nous aimons bien, espérons que vous les aimerez, vous aussi, eu égard aux intervalles sériels et aux séries culturelles. Je mets mon chronomètre en marche, ou notre chronomètre. Donc, oui, d'ailleurs, je voulais juste un petit clin d'œil à ce qu'a dit Martha. Les séries sont partout, quelque chose du genre. Oui, effectivement, quand je dis série, parfois, Siri me répond. Alors donc, c'est un peu... Comme on peut le constater, notre titre a changé. Il sera donc question ici d'intervalles sériels, comme il se doit dans un colloque qui porte sur les intervalles sériels. Mais il sera aussi question, comme on nous en a passé la commande, du concept de série culturelle qui fut à l'origine formulé par l'un d'entre nous, et ce dès 1997, année de fondation, si je ne me trompe pas, du Centre de recherche sur l'intermédialité, et sur lequel concept les deux auteurs de la présente communication travaillent de concert depuis un peu plus de 10 ans déjà, si ce n'est plus. Nous commencerons la présente communication en nous arrêtant quelques instants au mot même de série, en évoquant le fait que l'idée même de série est intéressante, ne serait-ce que par le mystère des idiomes, dont certains, l'anglais en tout cas, ne conjuguent le mot qu'au pluriel. L'idée même de série est par ailleurs intéressante, autant par ce qu'elle dit explicitement que par ce qu'elle ne dit pas. En effet, ce que l'idée de série dit explicitement, c'est voici une suite d'éléments liés entre eux. Ce qu'elle ne dit pas, pas clairement en tout cas, parce qu'on doit le supputer, c'est voici une suite d'éléments ayant chacun leur singularité. Ce qui définit la série, donc, ce serait l'une et l'autre de ces clausules, ce qui donne, une fois qu'on les réunit, ceci. Une série, c'est une... Oh, excusez-moi, trop vite. Ah. Oui, c'est bon. Une fois qu'on les réunit, donc, ça donne la série, ou c'est une suite d'éléments liés entre eux, mais ayant chacun leur singularité. Envisageons telle série. Bouvard pourrait dire d'elle, « Ah, une série, les beaux éléments liés que voici », mettant ainsi l'absence, pas l'absence, mais l'accent, pardon, sur l'absence de solution de continuité entre les 10 éléments. Alors que Pécuchet pourrait s'exclamer « Ah, une série, les beaux éléments déliés que voici », mettant, lui, plutôt l'accent sur la présence d'une solution de continuité entre les 10 éléments. C'est un peu comme l'histoire du verre à moitié vide que d'aucuns considèrent comme étant à moitié plein. C'est plus savamment ce que l'on nomme, en théorie pragmatique, les orientations argumentatives. Dans toute série, il y a une dynamique paradoxale. Le point de vue lié et le point de vue délié.
Dans un cas, on minimise l'importance des intervalles. Dans l'autre, on la grossit. La série suppose donc la gestion des intervalles, puisqu'elle est, la série, une façon systémique d'absorber les intervalles, de leur donner sens. Solidairement, ces intervalles sont là pour entretenir, qu'on pourrait appeler la promesse sérielle. Reprenons notre raisonnement. L'identité et la parenté sont-elles des conditions sine qua non de la sérialité? Et en corollaire, la différence et la distinction sont-elles, elles aussi, des conditions sine qua non de la sérialité? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la notion même de série marie des éléments de liaison et à la fois des éléments de déliaison. En effet, le concept qui se cache derrière le mot déliaison présente un intérêt majeur pour nous qui participons à un colloque sur les intervalles sériels, puisque son seul synonyme avéré dans certains dictionnaires de base, c'est le cas du logiciel Antidote, c'est le mot intervalle. Déliaison est un mot fétiche pour le présent colloque. Lié à la part intervalle de la série, l'idée de déliaison vient de la marine. C'est le sens premier, originel du mot déliaison. Selon le logiciel Antidote toujours, la déliaison, c'est le jeu qui existe entre les pièces d'un navire. La déliaison, c'est cela, et ça semble au premier abord n'être que cela. Car le mot ne connaît pas une grande fortune dans les dictionnaires. Prenez le Robert électronique, par exemple, cherchez-y le mot déliaison, vous ne trouverez rien. Le mot n'y a pas droit d'entrée. Si on cherche un peu sur le web, notamment, bien sûr, on finit par trouver assez facilement des définitions plus avancées. Ainsi, le Wikictionnaire est-il assez disert qui recense 3 sens au mot déliaison. Le premier au sens de la marine, le second dans un sens dit figuré, et le troisième au sens de la psychologie. Dans la marine, la déliaison commence à poindre le bout de son nez lorsque les pièces de la coque construites pour être en solide liaison commencent à se séparer en raison du gros temps qu'a pu subir le navire ou le bateau en haute mer. Autrement dit, lorsque des intervalles apparaissent entre les bordages et autres pièces du bateau, menaçant celui-ci de dislocation. Créant de l'intervalle, la déliaison pourrait être vue comme ce qui délie, ce qui produit de la déliaison, c'est-à-dire comme ce qui trouble l'unité d'un tout, qui la défait. Lorsque la déliaison apparaît entre les bordages, c'est l'unité de la coque du navire qui est compromise, qui est contrariée. Intervalle et déliaison créent donc des parties à l'intérieur d'un tout. L'unité se scinde et se fracture en parties. Et c'est précisément là la condition existentielle de la série. On comprend à l'occasion peut-être mieux pourquoi le terme de série est toujours au pluriel en anglais. La déliaison, l'intervalle, introduit du pluriel dans un tout singulier. Ou plus précisément, la déliaison, l'intervalle, démultiplie la singularité du tout en singularité plurielle. Tel est le paradoxe des séries, donc, et des intervalles. Pour que le système fonctionne, les intervalles que produit la déliaison doivent être dissociatifs. D'ailleurs, étymologiquement, délier vient de disligare, qui veut dire ôter les liens, et donc libérer quelque chose. Déliaison rime avec indépendance. On dit qu'il faut avoir les doigts bien liés, déliés pour jouer du piano, n'est-ce pas? Signifiant par là que chacun des doigts du pianiste doit acquérir sa souplesse de manière autonome et pouvoir agir indépendamment de ses congénères. En psychanalyse, la déliaison est une libération de l'énergie psychique qui peut circuler librement dans le rêve, par exemple. Qu'en est-il alors des séries culturelles? Les intervalles y sont-ils tout aussi importants car ce sont eux qui délient tout en gardant paradoxalement une faculté de mise en relation? Il s'agira ici, dans cette communication en 2 voies, d'essayer de comprendre l'impact que l'hypothèse des intervalles comme élément de déliaison peut avoir sur notre réflexion actuelle, à nous, de la série, à propos de la série culturelle.
Et je passe la parole à l'autre voix. Merci, cher voix. Mais je suis proche de toi parce que je dois actionner le... Ah oui, la transparence est... Ouais, la transparence et l'énonciation. Donc, avant toute chose, ce qu'on voudrait signaler, c'est que nous nous situons, nous, pour aborder cette question contradictoire et même paradoxale de l'intervalle, c'est d'ailleurs son intérêt, hein, c'est cette tension-là, dans le cadre de la culture médiatique et disons de ce qu'on pourrait appeler les séries médiatiques. Alors, si l'on prend, je reviens encore au dictionnaire, le bon vieux Larousse, l'intervalle se définit comme distance plus ou moins grande entre deux choses, ou encore espace de temps entre deux instants. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir cette confusion espace-temps dans la définition même. En musique, ce qui m'intéresse particulièrement en tant que musicien, l'intervalle est la distance entre deux sons successifs, ce qu'on appelle les intervalles mélodiques, ou simultanés, ce qu'on appelle les intervalles harmoniques. Ainsi, l'intervalle est associé à la distance spatiale, mais aussi temporelle, et cette notion d'espace-temps pourrait, à sa façon, relayer celle de synchronie et de diachronie que nous aborderons tout à l'heure. La référence à la musique nous semble, elle aussi, très stimulante, puisque ce que nous allons tenter d'esquisser en diachronie relève des intervalles mélodiques marqués par la successivité, c'est-à-dire un processus, entre guillemets, historique. Mais notre vision des intervalles identitaires, qui différencie les médias à une époque donnée, relève aussi de la synchronie pour un espace médiatique donné, soit la dynamique de l'intervalle harmonique. Ainsi, à une époque donnée, un média comme le cinéma a pu creuser des intervalles harmoniques importants avec d'autres médias et systèmes d'expression. On se souvient par exemple des paroles de Roland Barthes qui disait que même si l'impérialisme du cinéma sur les autres procédés d'information visuelle pouvait se comprendre historiquement, il ne saurait se justifier épistémologiquement. En ce sens, notre assez vieille maintenant théorie de la double naissance peut se comprendre comme le suivi d'un intervalle identitaire. La deuxième naissance, soit la naissance institutionnelle, étant seule où le média, légitimé dans sa définition et sa visibilité reconnue, a su creuser cet intervalle identitaire qui le sépare des autres médias, ou si l'on préfère, de la série harmonique des autres médias. Avec ces médias dominants qui se sont creusés des intervalles de différenciation identitaire, cette homéostasie du système médiatique, propre à une époque, à une socioculture, peut bien sûr se transformer et changer rapidement ses règles de hiérarchie, comme c'est le cas à notre époque numérique. Le brouillage des frontières auquel a donné lieu ce que nous avons appelé la digitalisation progressive des médias aurait donc bien eu comme l'une de ses plus puissantes conséquences celle de relativiser la place du cinéma dans le concert des médias. Nous y reviendrons, notamment avec le cas de Netflix que nous développerons largement. Ainsi, vaudrait-il la peine, croyons-nous, d'opérer une première restriction de champ sur la base d'une articulation assez classique, la compréhension de la notion d'intervalle, eu égard aux séries médiatiques, peut en effet être envisagée sur le plan synchronique ou sur le plan diachronique. Vieille classification, mais toujours assez stimulante malgré tout, malgré nos usures. Alors commençons par explorer le plan synchronique en nous situant donc du côté de la théorie plus que de l'histoire, pour le dire vite. Si l'on se place sous l'égide d'une compréhension opératoire de la culture médiatique, on peut analyser le positionnement respectif de chacun de nos médias, les plus familiers, dans le dialogue intermédiatique qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Car comprendre la culture médiatique, c'est aussi saisir l'intervalle identitaire qui rythme la série harmonique des médias et qui les fait se distinguer l'un l'autre. Notre environnement médiatique met à disposition une série de médias singuliers qui sont disponibles pour leurs usagers respectifs et qui occupent chacun un des espaces distincts, un ou des espaces distincts, qui se sont séparés l'un de l'autre par un espace dans un autre sens du mot. Ces espaces qui seraient situés dans l'antre des médias et qui les séparent l'un de l'autre, qui les distinguent les uns des autres, ce sont précisément des intervalles. En tant qu'agent de définition identitaire, en tant que garant de la carte d'identité de chaque média, c'est l'institutionnalisation qui agit en quelque sorte comme gestionnaire des intervalles identitaires, qui séparent et distinguent les médias. La grande question qui se pose aujourd'hui dans la synchronie de l'ère numérique concerne la suspension et la contestation de ces intervalles identitaires.
la fameuse convergence des médias chère à Jenkins et le tout aussi fameux transmedia storytelling, par exemple, créent de nouveaux effets sériels où les médias s'interconnectent et s'hybrident, les intervalles intermédiatiques tendant à se menuiser, à gagner en porosité, voire à s'effacer dans la grande mise en scène du transmédia. Pour illustrer cette question, nous allons revenir sur le cas du cinéma et sur ses intervalles identitaires institutionnalisés, en particulier celui qui isolait l'expérience cinématographique à partir d'un des intervalles particuliers, la fameuse question de la salle de cinéma comme lieu singulier et réputé irremplaçable de consommation d'un film. Dès le début des années 1970, j'assume ma bêtitude, Barthes disait « Je ne puis jamais, parler en cinéma, la phrase est bien connue, m'empêcher de penser salle plus que film. » Pour la détermination de l'identité du média, cinéma, la salle était donc, pour lui, un critère encore plus déterminant que l'objet film qu'on y présentait. Au fond, pour le cinéma dit classique, le principe était à peu près celui-ci. Hors de la salle, point de cinéma. Le dernier carré des défenseurs de la salle, comme principe premier et absolu, pour qu'il y ait ou non cinéma, est lui aussi allé récemment dans le même sens que Barthes, comme de bien entendu. Ainsi en est-il, pour ne prendre qu'un exemple, de Raymond Bellour, qui écrit en 2012, vous voyez sa citation, « La projection vécue d'un film en salle dans le noir, le temps prescrit d'une séance, le temps prescrit, donc on ne peut pas intervenir, hein. On est dans ce que j'appelle moi l'homochronie, d'une séance plus ou moins collective est devenue et reste la condition d'une expérience unique de perception et de mémoire, définissant son spectateur et que toute situation autre de vision altère plus ou moins. Et cela seul vaut d'être appelé cinéma. » Ce que fait Bellour, ici, c'est de se poser en grand défenseur de l'institution, disons, classique du cinéma, pour lequel le visionnage d'un film, qui serait effectué sur un téléphone portable, par exemple, ne serait pas du cinéma, ne pourrait pas relever d'une expérience cinématographique. Pareille idée, aussi généreuse soit-elle envers une institution aimée, adorée même, fétichisée dans certains cas, pareille idée commence à avoir du plomb dans l'aile, elle finit par compter au fil du temps de moins en moins d'adhérents. Surtout depuis des toutes dernières offensives, parfois offensantes, de la plateforme par excellence de la vidéo à demande, par abonnement, qu'est Netflix. C'est en tout cas ce que le titre de cet article du Monde, paru il y a quelques mois, le 14 novembre 2018, crie à tue-tête, si l'on peut dire, le géant américain, poil à gratter des salles de cinéma. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ce que Bellour avance comme idée, c'est au fond qu'il y a un intervalle entre ce qui est cinéma et ce qui ne saurait l'être, quand bien même le produit consommé serait le même dans les deux cas. Ce qui est consommé en salle serait ainsi en situation de déliaison totale avec ce qui est consommé sur tout autre dispositif. Il y a donc entre le visionnage en salle et le visionnage sur ce terminal de données que le téléphone dit intelligent, un intervalle, si pas un fossé. Comme quoi les définitions de médias sont au fond affaire de gestion de déliaison. Définir un média, c'est une manière de gérer des déliaisons. Comment alors le cinéma parvient-il à trouver encore sa place à lui, une place à part, dans ce magma audiovisuel général, comme désigne Stéphane Delorme dans l'éditorial des Cahiers du cinéma de mars 2018, la Macédoine, la bouillabaisse actuelle de la production des images soi-disant animées, ou plutôt soi-disant images animées. Une expression si fade au fond, on ne sait pas comment elle a pu faire pour se hisser en 2010, jusqu'à dans l'étendard du bateau amiral de la cinématographie française, le CNC, et que l'on devrait peut-être changer, autre jeu de mots, pour image animée. Vu selon la focale proposée par le présent colloque, le magma audiovisuel, qui est le nôtre aujourd'hui, consisterait en une sérialité transmédiatique synchrone, qui perturbe les intervalles, les césures identitaires. Dit autrement, le paradigme généraliste de l'image animée alimente cette super série, ou cette méta-série, on peut en discuter, que constitue le transmédia. On peut d'ailleurs se demander si l'ajout de cette impertinente expression image animée, qui jouxte ici le mot cinéma, ne représente pas dans un sens une mort symbolique du cinéma, de ce cinéma qui, selon certains, n'en finirait plus de mourir. Si l'on se reporte à la très franco-française chronologie des médias,
où le mot média revêt un sens plus généralisant que dans le cadre de la réflexion que nous menons ici, on s'aperçoit que l'institution classique du cinéma est en totale perte de contrôle de la situation. Alors que justement, le dispositif juridique de la chronologie des médias avait été conçu pour permettre aux instances garantes de l'orthodoxie de l'institution cinéma de régir, à leur manière et selon leur bon vouloir, le passage des films d'un média, entre guillemets, à l'autre. La chronologie des médias, c'est, en France du moins, ce règlement donc qui module, tempère, régule l'arrivée des films sur les médias, toujours entre guillemets, après qu'on les ait, peu ou prou, dématérialisés. Depuis une trentaine d'années, tout film doit en effet d'abord, en France, être réservé exclusivement aux écrans de salles de cinéma pour une période qui a varié, mais qui se compte en de très longs mois. Après le slow food, le slow professor, voici la slow circulation. Or, ce règlement diminue lentement, très lentement, les délais de basculement sur les autres médias. C'est le slow changing. Dernière modification en date, en décembre dernier, alors qu'on annonçait ceci. Je vous laisse lire. Pas toutes. Vous pouvez vous imaginer que les Français visent, qui les Français visent par ce pas toutes. C'est clair et Netflix, pourrions-nous dire. Pourquoi ainsi pareil opprobre sur Netflix? Parce que Netflix est dans le camp des méchants. Oui, oui, ce n'est pas nous qui le disons. Continuons notre lecture de la nouvelle. Je vous laisse lire. Et Netflix n'est pas du côté de la vertu. Et qu'est-ce que la vertu en matière de streaming, selon les gentils du ministère français de la Culture? C'est de prendre des engagements d'investissement dans la production du cinéma. Revenons au délai de la chronologie des médias qui sont en vigueur depuis le début de cette année-ci. Premier servi, Canal+, qui doit tout de même attendre 6 à 8 mois après sa sortie en salle pour programmer un film. Les autres chaînes payantes doivent attendre autour de 15 mois. Les chaînes gratuites autour de 25 mois. Et les plateformes, elles, si certaines d'entre elles, celles qui pratiquent la vertu, peuvent diffuser un film environ 17 mois après sa sortie, Netflix est pour sa part condamné à patienter 36 mois. 36 mois, ça donne une idée de l'infini. Donc, pour garantir la survie des salles, on repousse le streaming à l'afterlife d'un film. Et qu'est-ce que ça veut dire en 2019 de diffuser les films sortis en salle plus vite à la télévision, en DVD ou en streaming? On se le demande. En tout cas, c'était sans compter que Netflix savait compter. Compter des sous, notamment. En effet, on dirait que Netflix a pris comme modèle les héros de ces séries vedettes que sont Narcos, Narcos Mexique et autres El Chapo, mettant en vedette des personnages qui font tellement d'argent qu'ils peuvent réussir à subvertir le système en entier, en achetant non pas des flics, mais tous les flics, un après l'autre. Et en achetant non pas des politiques, mais en achetant tous les politiques, un après l'autre. En effet, les narcotrafiquants font tellement d'argent qu'il leur en reste encore trop, même une fois qu'ils ont dilapidé des millions, peut-être des milliards, pour acheter le silence et le laisser aller de tous les intervenants des appareils d'État pour leur permettre de régner en roi et maître de tout un pays. Eh bien, c'est exactement, ou à peu près, ce modèle-là, celui des narcotrafiquants que Netflix a adopté. D'abord, en amassant des dollars. Vous pouvez imaginer ce que l'entreprise de Los Gatos peut amasser par mois avec ses 130 millions d'abonnés? Et c'est ainsi, mois après mois, année après année, que le trésor s'amoncelle. En amassant ainsi de nombreux dollars, Netflix peut acheter tout un chacun, sans nécessairement les soudoyer, pour qu'ils adoptent le modèle Netflix. Ainsi, Scorsese, ainsi les frères Cohen, ainsi Del Toro, etc.
Le modèle Netflix, dont on peut penser au premier abord qu'il est intrinsèquement anti-movie-going, vu l'incommensurable frilosité de Netflix envers la salle de cinéma. Ce qui est bien avec le modèle des narcotrafiquants, c'est qu'on peut filer la métaphore. Vous allez voir, c'est assez stupéfiant, si vous me permettez. On peut dire en effet que l'activité de narcotrafiquant consiste à produire de la drogue et à la faire voyager dans le monde, en se moquant des frontières. À mettre en parallèle avec Netflix, qui fabrique lui aussi des produits euphorisants et les fait passer par-delà les frontières. Puis encore, on peut penser que Netflix favorise l'addiction en présentant dès l'arrivée du générique de fin d'un épisode, l'épisode suivant qui peut ainsi succéder presque automatiquement à l'autre. C'est un peu comme si les épisodes étaient alignés les uns à la suite des autres, comme autant de lignes de coke, prêtes à être consommées. De mauvais plaisants pourraient même aller jusqu'à avancer que la logique qui préside aux avancées de Netflix n'est pas très cartésienne, mais qu'il s'agit d'une logique plutôt cartélienne, relevant du cartel non pas de Cali ni de Medellín, mais celui plutôt de Los Gatos. Mais revenons à la ligne principale de notre communication. D'où peut bien venir la fameuse frilosité de Netflix envers la salle? Est-ce une profession de foi véritablement anti-movie-going? Pas vraiment. Un des coupables de cette prise de position par Netflix, du moins dans le cadre franco-français, c'est ironiquement la corporation des propriétaires de salles. Ceux-là même qui sont à l'origine de la fameuse chronologie des médias. Une règle qui a pourtant été instaurée pour assurer leur protection. Une règle qui est en fait une arme à deux tranchants. C'est bien ce que nous révèle l'article du Monde de novembre dernier, que nous avons déjà cité tout à l'heure, et qui dit selon les termes suivants, je vous laisse lire. Voilà, le chat, ou le gâteau, si vous voulez, est sorti du sac. C'est ici une simple question existentielle. Si Netflix sort ses films dans les salles de cinéma en France, il se condamne à ne pas pouvoir mettre ses films sur cette raison d'être qu'est pour lui sa plateforme de vidéo à la demande. Sinon, quand le film aura eu le temps de gagner quelques rides. On constate donc, d'une certaine manière, que Netflix était ainsi à la merci de la corporation des exploitants de salles, qui sont ceux qui font la loi. Sauf que, ce qui n'était pas prévu, il y a quelques années à peine, c'est que certaines plateformes de streaming amasseraient assez d'argent pour attirer à eux, sans effort aucun, les plus grands créateurs d'œuvres normalement destinés aux salles obscures, qui se mettraient à produire des films et donc à vouloir les exploiter. Et les exploiter où donc? Sur leur plateforme de streaming, bien entendu, privant ainsi les salles en une douce revanche des dernières grandes productions du moment. Netflix a donc réussi à inverser les rôles par rapport à la chronologie des médias. Puis encore, la chronologie des médias est en quelque sorte condamnée à mort par le petit dernier. En tout cas, du côté des exploitants, le ton a changé, on dirait. Ainsi peut-on lire dans cet article du Monde que j'ai cité que la présidente des cinémas indépendants parisiens agite le drapeau blanc dans la guerre entre les salles et la plateforme américaine. En effet, Isabelle Guibal-Hardy juge en effet que les films de Netflix ne devraient pas faire l'économie d'un passage sur grand écran. Il a bien raison. Scorsese, c'est un dieu pour mes cinéphiles. Il faut trouver des solutions. D'où l'idée que les narcodollars de Netflix, ceux-là même qui ont permis d'acheter l'adhésion du dieu, est un coup véritablement fumant. Sur un plan diachronique, donc en raccourci sur le plan de l'histoire plus que de la théorie, on peut confronter la notion d'intervalle sériel avec celle des séries culturelles, comme j'avais dit tout à l'heure. Pour nous, raisonner en termes de séries culturelles est une façon, on a déjà dit, de dépasser l'intervalle identitaire entre les médias. Comme par exemple cet intervalle différentiel décisif que constituait la salle pour Bellour ou pour les responsables du Festival de Cannes, dans le cadre de la querelle avec Netflix. Ou si l'on préfère entre les séries médiatiques institutionnellement reconnues et délimitées. Avec les séries culturelles, il s'agit en effet pour nous de mettre en lumière de la continuité en interprétant certaines discontinuités. Une mise au point cependant nécessaire à propos des intervalles identitaires dont nous avons déjà parlé. D'abord cette question, s'agit-il vraiment d'intervalles identitaires lorsque nous évoquons par exemple la salle comme composante discriminante du cinéma?
En fait, la question qui mérite d'être posée serait plutôt, on l'a vu, en fonction de quelle autorité la composante sale s'invite-t-elle au premier rang des composantes identitaires. On peut en tout cas observer que sous la pression institutionnalisante, les intervalles synchroniques qui séparent les médias tendent souvent à amplifier leur pouvoir de déliaison. C'est qu'il vaut mieux créer des marges pour ne pas se faire vampiriser par le premier voisin médiatique venu. Pour le dire de façon plus métaphorique, dans une cartographie médiatique donnée, chaque entité instituée tend à protéger son territoire. Il y a comme de la logique médiévale dans le classicisme de l'institutionnalisation médiatique. Logique du château fort, de la tour d'ivoire. La résistance, quelque peu pathétique, de l'institution cinéphilique française qui veut préserver comme décisif l'intervalle différentiel que constitue, génère la salle face aux assauts de l'ennemi Netflix, ne tient-elle pas du château fort en état de siège? Ainsi, la force de singularisation, de différenciation qui mobilise toujours l'institutionnalisation médiatique classique, tend à transformer les intervalles en césure, en fracture. Elle tend du même coup à faire oublier la relation paradoxalement solidaire des intervalles et des séries. Car si le fossé que constituent les douves est bel et bien ce qui creuse un écart, une déliaison, il est aussi ce qui autorise la jonction du pont-levis, soit la jonction intérieure-extérieure, ce qui autorise la vibration solidaire de l'intervalle harmonique, pour reprendre la métaphore musicale. Ainsi en a-t-il été, par exemple, du cinéma photoréaliste du début du XXe siècle, qui s'est institué en distendant l'intervalle qui le séparait de l'animation. Une animation qui était pourtant intrinsèquement liée au développement des images en mouvement, jusqu'à repousser cette animation, le cinéma institutionnel, à la périphérie de son système identitaire, comme l'a très bien montré un Lev Manovitch, par exemple. Dans ce cas, l'intervalle s'est historiquement muté en séparation, en rupture, en césure, en frontière, en douve de château fort, ou si l'on préfère, la part de déliaison que mobilise tout intervalle est devenue dominante. Tout se passe comme si l'institutionnalisation des médias instillait dans les intervalles sériels la déliaison comme principe actif dominant. D'une certaine manière, la lecture en termes de série culturelle nous pousse justement à revoir ces intervalles devenus rupture et force de déliaison, de discrimination, d'isolation, pour leur donner une nouvelle importance, ou encore, pour reprendre ce qui était formulé ci-dessus, pour leur instiller un autre principe actif que celui de la déliaison. Il s'agit ici de relier entre eux ces intervalles de différenciation, car c'est cet esprit de reliance non institutionnalo-dépendant, si je puis dire, qui donne lieu aux séries culturelles dans le sens qui est le nôtre. Ainsi, la composante sale, cet intervalle de singularité identitaire que l'on sait, gagne à être mise en relation avec, par exemple, la composante projection lumineuse, ou avec la composante spectacle partagé dans un même lieu par un public. Voilà le genre de continuité qui, pour nous, peut précisément être érigé en série culturelle. Travailler les séries, c'est donc transcender le côté figé des intervalles institutionnalisés, séparant les médias. C'est revoir la cartographie des déliaisons médiatiques, c'est se choisir d'autres axes de pertinence pour lancer d'autres coups de projecteur sur notre culture médiatique. Je parlais tout à l'heure de l'institutionnalisation médiatique classique. En fait, cette qualification de classique renvoie à un régime de différenciation identitaire qu'on pourrait qualifier d'avant l'ère numérique, à discuter en tout cas. On sait en effet à quel point la digitalisation, on l'a dit tout à l'heure, a précipité, accéléré la porosité et ce qu'on pourrait appeler la suspension de disjonction, pour parler comme Kristeva à propos du récit, entre les médias. C'est ce que cristallise bien l'idée de multimédia et le principe de convergence déjà évoqué. À cet égard, on gagnerait sans doute à comprendre le transmédia comme une nouvelle répartition des cartes des intervalles sériels, voire comme une tentative de neutralisation des intervalles identitaires. Peut-être pour mettre en place un système nouveau de sérialité continue, ou un leurre de système nouveau de sérialité continue, pour reprendre l'idée de Marcello, qui serait débarrassé des intervalles. Notons aussi que, de manière sans doute inattendue, car cela ne concerne pas les mêmes régimes de savoir ni d'observation, le numérique tout entier et ses conséquences confortent, soutiennent et soulignent à sa manière l'esprit
herméneutique des séries culturelles. Ce qu'a provoqué le numérique sur les territoires et les cartographies des médias, soit cette hybridation, cette porosité généralisée, ce magma audiovisuel, est en quelque sorte à l'image du parti pris scientifique de nos séries culturelles qui modifie elle aussi les cartographies en effaçant les frontières identitaires. Comme la digitalisation, l'approche sérialo-culturelle nécessite et mobilise un redécoupage des intervalles sériels et donc une autre mise en série des éléments médiatiques apparemment disséminés. En tout cas, le travail en série ne tient plus forcément compte des intervalles ni des déliaisons entre les médias. Ce qui nous est arrivé d'appeler le système, André et moi, post-institutionnel ou néo-institutionnel, ou encore la troisième naissance des médias. Mais répétons-le, la démarche de compréhension de la culture médiatique par les séries culturelles relève d'une posture heuristique et méthodologique, alors que la levée de porosité entre les médias s'opère réellement dans le concret du paysage médiatique actuel, pour parler du numérique. Ce rapport entre séries culturelles et prise en compte de nouveaux intervalles devrait sûrement, on espère avec la discussion, être discuté et affiné. Ainsi, une part de la recherche en termes de séries culturelles ne cherche pas forcément à créer d'autres ou de nouveaux intervalles sériels. Il peut parfois s'agir de restituer le statut d'intervalle à ce que l'institutionnalisation des médias a rigidifié en césure, en fracture, en rupture, en déliaison identitaire. Tout se passe alors comme si le découpage et la recherche de continuité en termes de séries culturelles redonnaient une forme de souplesse dynamique aux intervalles sériels, une souplesse perdue par la cristallisation des identités médiatiques. C'est dans ce sens que la recherche en termes de séries culturelles s'inscrit peut-être davantage dans une optique intermédiale, dans le sens où il faut faire surgir du sens de la friction des médias ou de leurs composantes, que transmédiale. Cette transmédialité étant par ailleurs devenue la norme à l'ère de la culture numérique et des pratiques digitales. Ces propos de Jürgen Müller nous ont assez inspirés. Il suggère bien cette dynamique intermédiale à l'œuvre dans les séries culturelles. Je vous laisse lire. Donc, paraîtra dans les médias traditionnels, établis au cours des siècles, mais doit inclure une imagination, des utopies, des pratiques médiatiques oubliées, des représentations textuelles, picturales, pragmatiques des médias désuets, virtuels et nouveaux. Oui. Et l'autre? Les histoires déjà écrites sur les médias réalisés et institutionnalisés se trouvent alors entourées d'un éventail d'histoires non écrites ou pas encore écrites sur les visions datées des médias et sur les médias oubliés. La notion de médias oubliés est évidemment intéressante aussi. Parce que les anglo-saxons appellent parfois les dead médias aussi. Bon, c'est intéressant. Notons encore que l'on pourrait aussi esquisser une typologie binaire plus simple des intervalles. On pourrait dire qu'il y a les intervalles au sens fort, ceux qui provoquent des déliaisons fortes au sein de la série, et les intervalles au sens faible, soit des intervalles qui ne creusent ni écart décisif, ni fossé identitaire, au point parfois de faire oublier que ces intervalles sont précisément sériels. D'où la question des intervalles non sériels, d'ailleurs. Il relèverait davantage alors de la transition, d'un souci de continuité entre des pôles sériels. On retrouve ici le paradoxe qui anime les séries. Elles tentent de nier l'intervalle qui, paradoxalement, les constitue. D'une certaine manière, la recherche en termes de séries culturelles est aussi une négation des intervalles pour mieux comprendre les séries que le chercheur se construit. Notons encore que ces intervalles au sens faible peuvent aussi être interprétés à l'aune des caractéristiques de la culture populaire et médiatique. Ils peuvent alors, comme l'a bien montré le tourneux, qui est ici présent, être clairement placés sous le signe de la sérialité ou de ce qu'il appelle les effets de sérialité. Et les intervalles de cette sérialité, là, fonctionnent notamment comme un maintien de continuité, tout en injectant de la différence, ne serait-ce que dans le tempo, la cadence, la rythmicité. On sait aussi, par ailleurs, comme le remarquait Cuenias dans son introduction à la paralittérature, que les consommateurs de culture populaire, notamment à travers la fameuse forme feuilletonesque, réclament non pas de l'identique, mais du semblable. Nous venons d'évoquer justement le figement des séries, des césures et des intervalles pratiqués par l'institution à des fins de préservation identitaire. Il faut rappeler que ce figement lui-même, et tout figement qu'il est, doit néanmoins être envisagé de façon évolutive et diachronique, car l'institution évolue, elle n'a d'ailleurs guère le choix, faute de quoi elle se sclérose. Ainsi, elle peut intégrer, ou tenter d'intégrer, d'absorber
et codifie à son compte et sous son contrôle des compléments technologiques, des nouveaux terminaux de distribution, de nouvelles pratiques. Mais là où le point de vue institutionnel se distingue nettement du point de vue du sérialiste culturel, soit cet observateur prenant les séries culturelles comme grille de compréhension des systèmes d'expression de la culture médiatique, c'est dans le refus de celui-ci de prendre par principe le point de vue de l'institution, je le répète, ce que nous avons appelé le sérialocentrisme. D'où cette question récurrente posée en termes de diachronie et se basant sur une généalogie des intervalles identitaires. Comment peut se comporter un média bien institué face à un nouveau concurrent médiatique en croissance et progression? Ou encore, comment peut se comporter une institution média face à une dissidence interne, face à une contestation de ces intervalles identitaires ou de la hiérarchie de ceux-ci, comme on l'a vu avec la crise de la salle précipitée par Netflix. L'institution a, grosso modo, deux types de solutions. Soit se refuser à voir se creuser un intervalle identitaire en intégrant le concurrent par absorption. C'est ce que fait, au fond, le lanterniste Child Bailey lorsqu'il situe encore 5 ans après les faits, en 1900, 5 ans après l'invention du cinématographe, le développement du jeune cinématographe dans le giron de la lanterne magique. Soit, à l'autre extrême, l'institution peut aussi creuser de la différence et donc renforcer le pouvoir de déliaison de l'intervalle. À l'époque de sa première concurrence avec la télévision, cette folle dulogie en pleine expansion, et après avoir renoncé à l'absorber, le cinéma institution, a tenté de déployer l'intervalle identitaire de la taille de l'écran. C'était le grand écran face au petit, minuscule, avec tout ce que cela suggère de jugement, de valeur implicite. Mais la télévision devait bientôt refuser d'en être réduite au petit écran et tenter de neutraliser cet intervalle différentiel en augmentant la qualité et la taille de ses écrans domestiques, voire, avec le home cinéma, de tenter d'absorber le cinéma au sein de cet espace domestique, à moins que ce ne soit l'inverse. Comme, mutatis mutandis, et du côté des technologies de livraison cette fois, Amazon répond à un besoin de home disponibilité qui évite au lecteur l'épreuve sociale de la librairie et de la file aux caisses. Côté cinéma, il a fallu aussi compenser cette perte d'intervalle du grand écran par autre chose, en rebondissant, comme souvent dans son histoire, sur ses ressources attractionnelles. Le HFR, High Frame Rate, la 3D, Multimax, etc., etc. Quelles que soient les nuances qui précèdent, cela révèle bien une conception de l'intervalle centrée sur l'institution médiatique concernée. Telle n'est pas, répétons-le, la position sérialo-culturelle. Ainsi, le sérialiste culturel peut-il ériger, s'il le décide pour les besoins de la recherche vectorisée qu'il fait, l'écran comme super série culturelle. Il peut aussi se restreindre et délimiter son choix, par exemple en conférant à l'écran domestique le statut de série culturelle, ce qui supprime ou modifie ou réorganise les intervalles entre, par exemple, la lanterne magique, les projections de diapositives en famille, la télévision, le home cinéma. La question de la cinéphilie vient se greffer à celle des intervalles identitaires gérés par l'institution cinéma. Parce que la cinéphilie, au fond, est intéressante pour bien des raisons, mais aussi parce qu'elle organise des intervalles identitaires de manière souvent parallèle à celle de l'institution, mais avec une motivation, une argumentation affective marquée. La cinéphilie, c'est le pôle affectif de l'institution cinéma. Ainsi en est-il de la revendication de l'expérience sociale de la salle à projection dans l'obscurité comme condition de la cinéphilie et même, selon Susan Sontag, notamment de sa résilience. Pour nombre de cinéphiles, c'est l'intervalle de la salle qui construit la singularité cinéma dans la série synchronique, harmonique, des médias visuels. Notons cependant que, tout comme l'institution, cette cinéphilie évolue aussi en diachronie, notamment en ce qui concerne les technologies dites de livraison ou de fourniture, voire Jenkins et ses Delivery Technologies. Récemment, avec la disparition accélérée des DVD et des centres d'achat spécialisés dans la vente ou la location de ces supports, les fameux dorénavant datés club vidéo, on assiste à une forme de résilience cinéphilique, un genre de résilience
cinéphiliques ou certains usagers du DVD considèrent que le DVD est devenu un objet concret de cinéphilie à l'heure de la dématérialisation généralisée des plateformes. Si on en croit Michel Savoie, du moins, qui est le directeur général d'un club vidéo à Québec, et qui dit ceci. J'ai l'impression que dureront dans le marché matériel du film les vrais amoureux du cinéma. Il dit d'ailleurs, d'aucuns se contentent d'un signal numérique, mais moi, ce sont tous mes amis, les films. Les films sur DVD, cependant. Je fais partie des gens qui aiment s'entourer d'objets qui me prolongent. Aussi, l'objet DVD creuse-t-il un intervalle singulier entre le monde du cinéma que l'on aime et les mondes différents, étrangers des autres médias. Notons que cette situation se rapproche sensiblement des questions de collectionnistes, avec les collectionneurs et la pellicule, bon, etc. D'une certaine manière, les cinéphiles sont les gardiens des intervalles identitaires et plus largement, on retrouve avec eux cette question lancinante liée aux mutations digitales. Quel est l'effet de la dématérialisation sur les intervalles identitaires? On pourrait tenter une comparaison avec cet autre média visuel que constitue le jeu vidéo. On sait que dans ce domaine, la console fait partie des technologies d'accès et de livraison dans le sens élargi. C'est elle qui permet d'avoir accès au jeu et d'exercer concrètement sa jouabilité. La console est la condition de l'interactivité qui creuse à coup sûr un des intervalles identitaires longtemps considérés comme discriminants du jeu vidéo. Or, on vient d'apprendre que Google souhaitait lancer son Netflix des jeux vidéo, soit une plateforme sans console de jeu donnant accès à un buffet de jeux vidéo, tel que le montre l'extrait du reportage un catalogue de jeux sur BFM. auquel on pourra accéder depuis n'importe quel smartphone, depuis n'importe quelle tablette, depuis n'importe quelle télé, à condition juste d'avoir une connexion internet et une manette. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est important, on n'a plus besoin d'avoir une console de jeu. On n'a plus besoin d'avoir un PC, c'est-à-dire une unité centrale avec tous les composants, toute la puissance de calcul, toute la puissance graphique. Tout ça, en fait, est géré à l'extérieur, dans le cloud, le fameux nuage informatique. D'ailleurs, on se console en pensant qu'ici, on a un labo Ludiciné qui peut permettre de recueillir les consoles inconsolables. Donc, ce nouveau cloud gaming va-t-il aussi rejeter les consoles au rang des intervalles identitaires perdus? Ou seront-elles revendiquées par certains, peut-être avec un brin de nostalgie, à l'instar des DVD, comme un objet technologique indispensable pour créer un intervalle identitaire entre jeux vidéo et autres médias? Alors pour terminer cette communication et revenir sur les séries culturelles, notre rapport intervalle séries culturelles, on voit bien comment elles gagnent, ces séries culturelles, à être associées avec la notion d'intervalle, compris comme une zone de friction dynamique avec une sérialité mise au jour par le chercheur. Le sérialiste culturel qui se donne pour mission de repérer des traits sériels dans un agglomérat de données médiatico-culturelles. Mettre en série et dégager des intervalles, telle est la fonction éditoriale du sérialiste culturel. J'insiste sur cette notion fonction éditoriale. Là, je fais un petit rapport rapide avec les théories de la communication. On sait qu'à l'heure du big data, contrairement à l'illusion qu'on a pu avoir longtemps dans une sorte de mythologie internautique, que le consommateur, l'usager, allait démocratiquement pouvoir gérer toute cette masse d'informations, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas et que l'usager est pris à la gorge et comme asphyxié par ces big data, par ce nombre de données. Donc il réclame, le plus souvent de manière explicite, des guides, ce qu'on appelle en théorie de la communication classique des gatekeepers, qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, etc., etc. Et donc je crois qu'il y a un grand retour de la fonction éditoriale pour gérer et donner des clés de lecture, des grilles de lecture dans ce big data. Je crois que la mission, toute proportion gardée, la mission du sérialiste culturel, c'est ça aussi. C'est dans ce magma audiovisuel que constitue l'histoire et les données à notre disposition, c'est de proposer des cheminements légitimes pour donner d'autres formes d'intelligibilité. Alors nous écrivions d'ailleurs à ce sujet pour expliquer cette mission du sérialiste culturel. Ça y est pas, tu dois le lire. Donc le profil, je la lis parce qu'elle n'apparaît pas, le profil de la série peut se confondre pendant un temps avec celui de la pratique, mais sa vocation est autre.
dépasser cette pratique en tressant d'autres liens et d'autres continuités, la désenclaver de son statut de pratique, la démédiatiser pour lui attribuer une fonction de cadrage heuristique, ce qui est justement le propre de la série culturelle. Ou encore, là je prends la réflexion que Laurent Gerbier a proposée à propos de notre notion de série culturelle. Je ne sais pas si tu pourras la voir. Voilà ce que dit Laurent Gerbier. Il parlait de la science-fiction et des comics, mais on peut élargir, je crois. Ce que cette conception de la série culturelle a de fondamental, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une pratique culturelle, il s'agit surtout d'un choix problématique. La notion de choix problématique est décisive, me semble-t-il, du chercheur qui porte à l'existence une catégorie qui lui semble faire sens. Ainsi conçue, la notion de série culturelle constitue un outil de recherche qui produit de l'intelligibilité. Je crois que c'est décisif aussi. Il faut produire de l'intelligibilité qui soit la moins biaisée possible, c'est-à-dire la moins brutalement généalogique possible, puisqu'il s'agit d'utiliser la notion de série culturelle pour désamorcer la sempiternelle question des origines qui fonctionne dans plein de médias comme un écran qui empêche le chercheur de travailler intelligemment. Bon, c'est un peu radical, mais c'est un peu ça qu'on veut souligner ici. Donc raisonner en termes de série culturelle est une façon de revisiter avec un constructivisme assumé, parce qu'il s'agit bien de constructivisme scientifique, mais assumé, l'intervalle identitaire entre les médias, une manière d'interpréter les discontinuités en forme de continuité, ce qui rejoint d'ailleurs l'idée d'archéologie, déjà défendue par Foucault dans sa perspective, elle aussi constructiviste. L'archéologue a la double mission de faire sortir de l'ombre en créant des liens et des continuités dans des éléments disséminés. Ce sont les propos de Foucault. Faire sortir de l'ombre, je répète, en créant des liens et des continuités dans des éléments disséminés. Donc la lecture sérielle revisite donc les intervalles mélodiques et harmoniques de la grande sérialité, on pourrait presque dire la grande syntagmatique sérielle. Elle relève les liens et les continuités dans des éléments disséminés. C'est dans ce sens que le sérialiste culturel revoit et organise la cartographie des intervalles médiatiques, réinterprétant ce qui existe, modifiant ceux que l'on connaît, en créant sans hésiter de nouveau pour des besoins légitimes de sa recherche. Voilà, nous vous laissons sur ces derniers propos. Merci beaucoup. J'ajoute un commentaire. En fait, par cette conférence introductive, on est vraiment au cœur d'une lecture articulée de la notion d'intervalle qui fait se joindre une observation historique à une conception théorique discursive. Donc, on reconnaît vos travaux et on trouve que vous avez été finalement inspiré par cette notion d'intervalle. Je vous poserai une question, peut-être on peut juste la poser puis ne répondez pas trop, sinon il n'y a pas de temps pour la salle. Je me demandais si en travaillant sur la notion d'intervalle, vous avez commencé à penser à une réarticulation de comment identifier les périodes d'émergence, puisque vous travaillez sur les périodes d'émergence, sur les naissances, nous aussi travaillons. En regardant du point de vue de l'intervalle, il est clair qu'à la fois les premiers temps, et à la fois l'avènement de la télévision, et l'avènement de la vidéo, et maintenant le magma numérique, peuvent peut-être être redéfinis par rapport à vos premiers travaux, justement en partant de la notion d'intervalle. Alors, je n'y avais pas pensé auparavant, c'est en vous écoutant que j'y ai pensé, donc je me demandais si vous y avez pensé à votre tour. Et pour conforter Thomas Carrier-Lafleur sur la question de l'italianité, vous avez sans doute déjà évoqué en travaillant qu'en salle de cinéma, en Italie, jusqu'à tout récemment, il y avait l'intervallo. Donc à l'intérieur de cette institution qui confortait dans la racine Barthes-Bellour, la salle de cinéma comme identifiant mono-sériel, l'intervalle était intégré à l'intérieur de l'institution. Tu parles de l'intermède, là. Mais intervalle. Oui, non, ça va. L'entracte. Oui, mais intervalle, avec écrit intervallo, noir sur blanc, blanc sur noir. Voilà. Donc, juste quelques mots sur la question d'intervalle comme éventuellement clé pour réarticuler la pensée sur les origines. Et après, je laisse la parole tout d'abord à Martha Boni. Je sais que Philippe va rebondir aussi. Moi, ce que je veux dire, c'est que
cet exercice-là qu'on a été obligé de faire, entre guillemets, quand tu dis oui, tu as un contrat, tu es obligé de faire, moi, ça a ouvert plusieurs synapses du cerveau dans la mesure où, je vais prendre l'exemple des premiers temps avec Child Bailey, qui pour lui, c'était pas du tout, comment dire, mal intentionné. Pour lui, le cinématographe ou la cinématographie, il parlait pas comme ça, bon, mais c'était comme l'évolution, comme une fleur sort de sa tige, de la lanterne magique. Et c'est vrai qu'il a raison, mais on peut dire qu'il a tort. Bon, enfin bref. Et donc, lui, il refusait, au fond, il refusait sans que ce soit pensé, qu'il y ait un intervalle entre les deux. Et il refusait la déliaison, il voyait la liaison. C'était intéressant. Donc, et ça, je le savais déjà, mais de voir qu'on peut parler d'intervalle, donc intervalle, on sait, mind the gap, j'ai bien aimé l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, mind the gap. Il y a un gap, donc, entre la série culturelle, Lanterne magique, mettons, et la série culturelle cinématographe, mais mind the gap, tu peux les associer justement en faisant en sorte que l'intervalle n'existe pas. Mais ce qui nous a vraiment ouvert les yeux, cette notion d'intervalle, c'est par rapport à l'idée d'institutionnalisation, parce que je crois que c'est vraiment intéressant de penser l'institution et les phénomènes d'institutionnalisation comme une organisation de déliaison. Et donc des créations d'intervalles, parce qu'alors ça modifie la conception qu'on peut avoir de cette idée d'institution médiatique, comme étant une gestion des intervalles identitaires, qu'on a rendu faussée, qu'on a rendu fracture. Une forte institution médiatique s'arrange pour faire le vide autour d'elle-même, donc pour créer son identité. Mais en même temps, on sait bien que, comme dans la vie, on ne peut se constituer que par rapport à l'altérité. Donc l'altérité, elle est obligée aussi de se définir par rapport aux autres, et se définissant par rapport aux autres, elle commente, elle rigidifie, elle explicite ces intervalles, qui peuvent se modifier aussi. Alors faire une histoire des médias par les intervalles, je crois que ça modifie les choses. En évitant évidemment ce qu'on pourrait nous reprocher toujours, le piège, pour autant que ça sera un, parce que quelquefois ce qu'on appelle la téléologie peut être un ennemi, mais c'est que, évidemment, quand on prend la notion historique des intervalles, on peut les voir de manière, en fonction d'ici, mais c'est ce qu'on essaie justement de modifier avec les séries culturelles. Pas forcément, il faut voir aussi d'autres parcours. Merci. Martha Boni. Ma question est par rapport à l'échelle lorsqu'on fait une histoire céréalo-culturelle. Vous avez parlé, par exemple, des cinéphiles comme gardiens de l'identité, des intervalles identitaires. Je trouve ça très intéressant. Comment est-ce qu'on gère donc, les institutions, le rôle des institutions et l'échelle de ces actions? Parce que si, en tant que cinéphile, je garde une collection de DVD ou de pellicules chez moi, je cristallise un certain rapport à l'histoire du cinéma. Si en tant qu'institution Netflix, j'agis d'une certaine manière pour la promotion de la sérialité. Donc c'est la question de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère la question du point de vue finalement et de l'échelle de ces actions institutionnelles lorsqu'on fait une histoire céréalo-culturelle. C'est ça la difficulté, parce que c'est justement multivarié, avec plusieurs échelles. Je crois qu'il faut justement, dans cette compréhension des choses, on est inévitablement dans des échelles qui vont du micro au macro. Et donc c'est particulièrement le grand écart, c'est la difficulté d'ailleurs, c'est en quoi cette notion de série culturelle prête le flanc à toutes les attaques facilement, parce que c'est tellement distendu et tellement... comment dire, basé sur le point de vue choisi et légitimé, que évidemment c'est parfois difficile de la défendre jusqu'au bout. Mais je crois qu'il faut assumer cette grande distance. À l'image, comme tu dis, de la cinéphilie, parce que finalement quand on interroge les cinéphiles, eux n'ont pas du tout conscience de défendre l'institution de cinéma. Au contraire, ils revendiquent une forme de liberté par rapport à elle. Or, ils sont dedans. Tu vois, ça c'est le paradoxe aussi. Et ça peut se comprendre par la notion aussi des intervalles, justement. Mais je crois que la question des échelles est très bonne, parce que c'est pour ça qu'on parlait parfois de méta-séries ou macro-séries, comme on peut avoir des micro-séries. Et je crois que c'est la souplesse de l'outil, mais c'est aussi sa fragilité, si tu veux. Ça me fait penser d'une certaine manière, on a beaucoup parlé de Barthes,
ici, je crois qu'en toute chose égale par ailleurs, on pourrait faire le lien avec ce qu'il a mis au point dans sa lecture plurielle, dans le cadre de son analyse de SZ, de Balzac. Je crois que cette lecture plurielle est tout à fait passionnante, avec ses différents éclairages posés sur le texte, mais aussi très fluide et multivarié, et très difficile à appliquer dans le fond, mais très intéressante dans sa conception herméneutique et heuristique. D'ailleurs, ce qu'il appelle le code herméneutique, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé, notamment en termes narratifs, et qui est tout à fait passionnant. Je parle de la lecture plurielle. J'ajouterais une petite chose, je ne suis pas sûr d'être totalement dans la visée de la question, mais peut-être, parce que c'est une question de niveau. Moi, je m'amuse ces temps-ci, dans les communications que je fais, pas celle-ci, mais à prendre une image dans un diapo, par exemple, un des tomes de l'histoire du cinéma de Mitry, et de substituer cinéma par autre chose, l'histoire des images animées. Oh! Ouais, c'est pas du tout le même défi, c'est pas du tout la même histoire. Si l'histoire des images animées va probablement, va ramasser ensemble cinéma, télé, etc., alors que la télé, dans une histoire du cinéma, à la Mitry, à la Sadoul ou à qui que ce soit, c'est un chapitre secondaire. Si on fait histoire des projections lumineuses, oh, là, on a une autre aventure. Et au fond, qui dicte quel type de livre on devrait faire plutôt qu'un que l'autre? Ben, c'est aussi l'institution universitaire aujourd'hui. Il n'y a pas de département des projections lumineuses, bien sûr. Il y a, etc., etc. Et aussi, avant, c'était l'institution de la théorie du cinéma ou de l'histoire du cinéma et ou des écrivains, entre guillemets, de cinéma. Je veux dire, si Sadoul et Mitry ont plutôt fait ça, c'est aussi à cause plutôt d'une histoire du cinéma qui est une histoire des images animées, mais c'est sûr que c'est aussi à cause du côté glamour du cinéma. Et leur histoire du cinéma ne parle pas de tout le cinéma, ni à la fois tout le cinéma dans le monde, mais ni à la fois sur le plan vertical ou horizontal, je ne sais pas. Elle ne parle pas du cinéma industriel aussi peu, du film de famille, du cinéma amateur. Donc, c'est très limité, quoi. C'est une projection limitée. Une dernière intervention. Bonjour. Bonjour. Moi, je travaille souvent, je travaille sur les notions de classicisme, de néoclassicisme, donc j'aime bien rattacher l'ancien au moderne, ce que vous faites très très bien aussi dans cette présentation. Et j'avais une question simple qui était, j'ai écouté ce que vous avez dit sur Barthes et sur ce qu'il disait à propos de la salle de cinéma. Est-ce que Roland Barthes aurait été fondamentalement opposé à une plateforme comme Netflix? Ça, c'est ce qui me traverse l'esprit. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, si je vois une personne au sein du cinéma et au sein du cinéma hollywoodien qui est dans le prolongement de ce que dit Roland Barthes, ce serait Steven Spielberg qui récemment fait la guerre un petit peu à Netflix, à l'intérieur de l'Académie des Oscars. Il essaye d'empêcher les films qui ne sortent pas en salle d'être récompensés aux Oscars, ce qui est pour lui, d'après ce qu'il dit, un moyen de forcer des plateformes comme Netflix à sortir leurs films en salle, parce que pour lui, l'expérience cinématographique prime. Là, on peut, si on parle d'histoire du cinéma hollywoodien, lui et sa génération de cinéastes a été extrêmement influencés par Stanley Kubrick, pour qui l'expérience cinématographique était foraine. Et du coup, moi je trouve ça intéressant que Spielberg soit dans la lignée de Roland Barthes, c'est peut-être un peu curieux. Voilà, ma question c'était, est-ce que là-dessus, on pourrait retrouver un Roland Barthes à l'intérieur du discours de Spielberg qui n'est pas complètement innocent, parce qu'il est aussi directeur de studio, et donc il a sans doute envie que les films produits dans son studio gagnent des Oscars plutôt que ceux de Netflix, mais voilà ma réflexion. Alors, je sais pas si moi, j'ai une petite réaction, genre priorité au direct, dirait le BFM TV. Vous nous demandez si Barthes, il vivait... Vous savez, au Québec, maintenant, on ne fait plus de réponses aux questions hypothétiques. Bon, il y en a qui me comprennent. Non, mais tu peux pas comprendre, c'est local, c'est local. Bon, cela dit, donc, Netflix est interdit de Cannes encore cette année. Ça vient de tomber, là, récemment.
etc. Donc oui, effectivement, il y a des sérieux problèmes, mais Cannes, qui est l'institution cinéphilique, qui est la figure de proue, le bateau amiral de l'institution cinéma classique, disons, et du cinéma en salle, a beaucoup de problèmes à chaque année. Ça en est risible avec Netflix. Et puis Netflix se sauve gagner des prix ailleurs, puis il fait des pieds de nez. Puis bon, Spielberg, donc je pense... Puis en plus, Netflix n'est pas si opposé que ça à l'exploitation en salle simultanée, tu sais, il faut voir, parce que Roma est sorti à Montréal, etc., et ailleurs. Mais voilà, donc j'insiste pas. À toi la parole, mon cher, parce qu'on a parlé des anciens et des nouveaux. Donc, toi, tu es le nouveau, vas-y, parle. Tu es plus jeune que moi. Donc, merci pour cette question. Je crois, je pourrais répondre pour Barthes, mais sûrement qu'il aurait pu embarquer tout ça dans l'esprit de ses mythologies, hein, sûrement, parce que le cas Spielberg en lui-même aurait pu faire un article mythologique, de la mythologie des années 50, et aussi la notion de plateforme. Cette idée de plateforme, quel est l'imaginaire d'une plateforme virtuelle comme ça? Je crois que le mot même plateforme aurait fait imaginer Barthes, vraiment, il aurait pu imaginer des tas de choses là-dessus. De même que le clouding, hein, cet imaginaire à la fois présent mais évanescent qu'est le cloud, ça c'est la thématique même que Barthes aurait traité volontiers dans ses mythologies d'aujourd'hui. Enfin, je pense. Hein. Et puis par rapport à la salle, cette notion de ce qu'il dit sur la salle, je crois qu'il y a dans sa formulation, il y a quelque chose qu'on oublie un peu, c'est qu'il dit « je ne puis m'empêcher, en pensant cinéma, je ne puis m'empêcher ». Ça veut dire que c'est un peu comme par devers lui, c'est-à-dire que c'est la pression d'une forme d'inertie de pratique culturelle qui agit à travers lui, mais à son corps défendant. Et donc il aurait pu aussi s'auto-analyser là-dedans, en termes de... Je peux me permettre, sans oublier qu'il pense et qu'il écrit en sortant de la salle. En sortant de la salle. Ça s'appelle en sortant. C'est quand même capital. Ça s'appelle en sortant du cinéma. Et il parle de son expérience hypnotique. C'est vraiment capital, pas de la salle. Oui, c'est très phénoménologique en fait. Guillaume Soulez? Oui, des petites remarques juste sur j'ai trouvé très intéressant l'idée d'intervalle identitaire. C'est pas exactement la façon dont Martha et Thomas également ont abordé la notion d'intervalle, mais vous en avez fait quelque chose par rapport à votre théorie des séries culturelles, et je trouvais que c'est tout à fait intéressant. Évidemment, moi, ça me fait penser tout de suite au cinéma éclaté, c'est-à-dire l'éclatement, c'est le creusement des intervalles. Et donc, par rapport à ça, je me demandais dans quelle mesure vous ne pourriez pas avoir une approche plus graduelle. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de cristallisation, de rigidification. Par exemple, il y a plusieurs types de cinéphilie. Ça répond aussi à la question de Martin. Oui, exactement. Il y a plusieurs types de cinéphilie. Il y a des cinéphilies qui vont marquer les intervalles et d'autres qui ne vont pas les marquer. Donc là, à mon avis, il y a des choses à prolonger, mais je trouve que c'est très instructif ce que vous avez proposé comme modèle. Et j'avais donc évidemment plusieurs sous-questions, mais juste une peut-être sur... vous avez parlé des institutions qui sont confrontées à des nouveaux acteurs. Par exemple, la façon dont la lanterne magique réagit, la façon dont le cinéma franco-français réagit par rapport à Netflix. Et je me suis demandé dans quelle mesure on ne pourrait pas réfléchir par rapport aux nouveaux acteurs. C'est-à-dire, par exemple, Orange, qui fait un acte de liaison très radical en disant Orange ciné-série, cinéma-série, OCS. Et donc qui construit une liaison contre l'intervalle, contre la séparation entre cinéma et télévision. Donc c'était juste pour aussi enrichir l'approche et tenir compte de la façon dont les nouveaux acteurs, les nouveaux entrants, comme on dit en termes économiques, vont faire des... nier, c'est du déni parfois, des intervalles, en créer d'autres. Oui, tout à fait. Oui. Donc, au point de vue des gradients, je suis tout à fait, tout à fait d'accord sur les gradients. Parce que moi, je réagis en termes avec ma casquette de narratologue, ce qu'avait proposé jadis Jean-Michel Adam sur les gradients de narrativité, par exemple. Je trouve que ce système-là pourrait être reporté sur les intervalles, des gradients d'intervallité, de rigidification, etc. C'est une très bonne idée. Pour répondre aussi à la question de l'échelle de Martha. Par rapport le point de vue des nouveaux acteurs, je trouve que c'est très intéressant aussi. Et d'ailleurs, Netflix, on l'a un peu esquissé, mais il revendique justement le fait qu'il a une part dans la création maintenant. Il reprend finalement l'origine de son mot. Netflix, c'est le cinéma au départ, et comme étant le lieu où se fait le cinéma aussi. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant aussi. Nous pouvons intervaller. C'est très bien. Je décrète... Comment tu dis, Nathalie?
intégrale.